d'aboutir à des points communs, à des... Je suis désolée parce que j'ai mon truc qui marchait pas bien, donc j'ai raté une partie de l'histoire. Mais je crois qu'on parlait de médiation ou de sensibilisation, mais concernant la définition des mots, c'est ça? Ouais. Et c'est vrai que nous, c'est un mot qu'on utilise de moins en moins, enfin, où la sensibilisation, pour nous, elle représente une première étape de rencontre, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un premier contact pour sensibiliser à une démarche, mais elle, en général, elle n'est pas liée à un projet. Voilà, ce sont des projets aussi sur du long terme et qui dépassent simplement la sensibilisation. Et la médiation, moi je le dis, nous dans le lieu, on la réinterroge sans arrêt, c'est-à-dire le rôle du médiateur, le sens de la médiation, l'objectif de médiation qui peut être, en tout cas en France même, enseigné à l'université. Ça, ce sont des choses qu'on remet en question, pas forcément en cause, en tout cas de manière frontale, mais en tout cas en question, ou qu'on se permet en tout cas de vivre et de pratiquer sans une feuille de route, c'est-à-dire sans forcément une connaissance approfondie de ce que devrait être ou de ce qu'est la médiation dans une définition qui en France quand même a été très travaillée, et notamment par un monsieur qui est Michel Simoneau, qui est un auteur qui est en résidence à Anigra, donc avec lequel on a la chance de pouvoir aussi repartir d'une autre époque et de la réinterroger avec lui. Je voudrais ajouter un autre concept, celui du sensoriel. Oui, le sensoriel, parce que c'est très lié à mon travail, mais aussi c'est intéressant à cause de ce que Martine a dit. Oui, cette attitude que Martine évoquait, l'aspect sensoriel est très important aussi pour l'expérience. Sensibilisation aussi implique se réveiller, l'éveil, oui, l'éveil à quelque chose. Le fait qu'il y ait des choses qui vont éveiller des choses chez nous, qui dorment. Et ça veut dire aussi nous sensibiliser, c'est-à-dire aller vers l'autre pour dire, tiens, si tu ouvres les yeux, tu vas pouvoir percevoir des choses, ce qui est en train de se passer. Et ensuite, la sensorialisation et le sensoriel. Ça passe aussi par recevoir des informations à travers les sens sensoriels. Et ensuite, s'il y a des effets secondaires ou des conséquences, lorsque tu parlais de thérapie ou de guérir, moi je respecte beaucoup tous ces différents termes-là. Et pour moi, ce sont des effets secondaires, souhaitables ou pas, en fonction de chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que le travail de l'art nous mène vers quelque chose, même si c'est contre notre volonté. Moi, quand je parlais de thérapie, je voulais dire que les structures, avec de l'argent public, rendent possible de développer des projets artistiques qui rendent possible une certaine... c'est-à-dire que les artistes puissent guérir. Et comme les artistes guérissent avec l'argent public, alors voilà pourquoi les artistes devraient rendre cela. Et il faut rendre ça aux contribuables. Alors voilà ce qui me paraissait intéressant comme questionnement. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais bon, ce que je voulais dire est que c'est une responsabilité, c'est le responsable et le directeur du centre. Mais nous aussi, nous avons une certaine responsabilité. Ah, non, pas de micro. Non, nous n'entendons pas. Habla. Sí. Guérir de quoi? Guérir d'une pathologie, c'est ça? Comme si on était tous malades. Alors,
Oui, mais comme on disait hier, maintenant je vais le répéter encore une fois, mais bon, voyons. Les gens qui travaillent à faire des croissants industriels dans une industrie avec beaucoup de graisse depuis le matin, eux, ils ne vont pas guérir de la même manière que nous pouvons guérir, nous, grâce à notre travail. Voilà. Notre travail nous guérit. Mais par contre, celui qui fait des croissants, son boulot ne va pas guérir cette personne. Voilà comment moi je vois la chose. J'ai un doute. Martine, avec les enfants des centres scolaires avec qui vous travaillez, est-ce que vous faites un suivi? Est-ce que vous faites un suivi dans le temps, une évaluation? Et quelles sont les conséquences ou les résultats? Oui. Si vous avez fait des évaluations, quels ont été les résultats? Et maintenant, je pose une question générale. Comment évaluez-vous, chacun d'entre vous, dans vos différents domaines, comment évaluez-vous vos projets? Voilà. Encore une fois, je vais le répéter. L'idée est de travailler et de savoir comment sommes-nous dans le monde, nous en tant que corps, dans l'espace, dans le temps, et nous dans les séances que nous développons. Nous travaillons toujours avec le corps, l'attitude, le corps et l'attitude, oui. Alors, si nous évaluons que l'amabilité, que nous ne sommes pas dans un environnement aimable, oui, si nous sommes tous à l'aise, on se respecte les uns les autres du point de vue social. Alors, dans la classe, à Saint-Sébastien de la Gomera, dans les écoles, ça ne se passe pas ainsi. Non, non, les enfants ne se respectent pas. Voilà. Et parfois, les séances ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de calme. Bon, alors, si c'est ainsi, voilà pourquoi non, il faut se bagarrer, insister encore une fois et dire qu'on ne peut rien apprendre aux enfants si nous n'avons pas une classe du point de vue symbolique. Si nous n'avons pas de calme, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de respect, et tout cela se passe dans nos corps parce que les muscles ne sont pas pareils. Si moi je te jette une boîte sur la tête, ou si je suis aimable avec toi. Alors voilà l'évaluation et voilà la conversation. Il s'agit d'essayer de construire une classe à l'intérieur de laquelle l'apprentissage puisse avoir lieu. Tout cela symboliquement. Alors voilà, et on insiste, on le dit encore une fois, voilà. Encore une fois, oui. Il nous faut avoir une colonne vertébrale, mais il faut relâcher la ceinture scapulaire. Parce que si les enfants dans la classe, si 3 filles ont la ceinture scapulaire rigide, ça provoque quelque chose. Alors nous tous, il faut savoir où elle est notre colonne. Il faut se reposer, être calme et ne pas être stressé, voilà. Et chez les enfants, il faut insister sur cela. Il nous faut du respect. Oui, je vais te donner la parole, je vais te respecter, moi je suis stressée, je te le raconte. Voilà, le vivre ensemble, voilà. Pour que ensuite on puisse apprendre et enseigner, pour qu'on puisse comprendre les contenus, il faut ce respect. Et là, on est en train de parler du département de l'éducation du CGC, comme dans n'importe quel autre centre d'éducation. On est là pourquoi? Pour apprendre, pour enseigner. Et tout cela dans une atmosphère de calme, paisible, de paix, voilà, tranquillement. Par rapport à l'évaluation, j'en parlais tout à l'heure dans mon intervention. C'est vrai que c'est un gros morceau de travail là qu'on va enclencher dans les semaines qui viennent, mais sur lequel évidemment on intervient déjà. C'est-à-dire que l'ensemble de nos projets, nous, on écrit beaucoup. Il y a des scribes en fait dans les équipes, des gens qui notent comme des fourmis ce qui se dit, ce qui se passe. Et c'est pas tant pour faire un rapport que pour rendre accessibles ces récits d'expérience. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'à un moment donné,
évidemment, il y a le bilan administratif que généralement je fais moi par rapport aux subventions obtenues. Mais il y a toujours aussi tout un travail de documentation, j'ai envie de dire, qui prend différentes formes, qui peut être vraiment la chose la plus simple, ça veut dire un texte écrit avec des fautes, pas des fautes. Enfin, voilà, c'est vraiment une base d'un travail qui est raconté sous cette forme, ou alors du petit livre que je montrais tout à l'heure, de l'expérience, qui n'était pas là pour illustrer simplement le projet, mais pour en témoigner, en y associant aussi régulièrement des gens, je dirais, qui n'ont rien à voir avec, ni avec l'enseignement, ni avec l'art, ni avec la pédagogie, donc qui sont un peu comme ça aussi des compagnons de voyage qui, à un moment donné, vont donner un avis dans une forme qu'ils choisiront et qui sera à nouveau une trace partageable. Et voilà, donc au fil des années, on a une matière. Il y a quelques mois, on a fait une exposition de toute cette matière, exposition fatigante parce qu'il y a des panneaux énormes à lire. Et d'un autre côté, cette exposition-là, ce partage-là a permis de mettre en place un partenariat l'année prochaine, un peu plus poussé, avec des étudiants en sciences de l'éducation. Voilà, enfin, donc après, il y a des choses, et moi-même, souvent d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent à Anigra et qui disent, voilà, on a fait ça sur tel projet, je ne suis même pas au courant. C'est-à-dire qu'on laisse des points d'entrée pour que les gens se servent aussi des matières. Enfin, il y a Internet, mais il y a d'autres choses, et dans le lieu également. Et l'évaluation, la question qu'on se pose en ce moment, c'est ce que tu dis, Martine, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut souvent vivre ce qui se passe pour pouvoir éventuellement après en témoigner, mais comment faire et pourquoi faire? Quel est l'objectif de l'évaluation? Rendre compte aux commanditaires, oui. Façonner des outils, nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais quel type d'outils? Enfin là, on est beaucoup plus dans le questionnement que dans l'affirmation. Et donc, pour l'instant, on fait des tas, plus ou moins poétiques et plus ou moins mis en espace esthétiquement, mais que ça peut aussi prendre cette forme de ce qui se passe avec les enfants, les enseignants, les artistes. Bon, ça a été, après, on a aussi, comme je le disais, des rapports très, avec petit 1, petit 2, petit 3, très structurés, et qui sont, moi je trouve, pas assez sensibles, mais qui ont aussi quand même, dans le travail quantitatif qu'on doit faire, qui est venu, combien, etc., et pas inutile, en tout cas donne une information qui pour moi, mais pour l'ensemble des acteurs des projets aussi compte. Voilà, c'est ce qu'on fait. En ce qui concerne l'évaluation, oui, dans notre site web, il y a tout ce qui se passe dans les différents départements chorégraphiques, tout est là, tous les résidences qui sont venus chez nous, quels étaient les projets. Bon, si c'était ça la question, alors oui, tout cela apparaît dans le site web du centre chorégraphique, on peut le visiter et le consulter. Et il y a des photos, oui, il y a aussi les évaluations, quelle a été notre expérience, etc. Oui, oui, tout est là. Et le ministère nous oblige à faire des rapports immenses. Et il faut donner des arguments. Pourquoi on fait ceci, ou pourquoi on fait cela, ou pourquoi on a changé. Oui, oui, évidemment. Nous, en tant que centre chorégraphique, nous avons cette obligation-là. Là, je ne parlais pas seulement ou surtout de l'évaluation quantitative des données. Nous, on fait une évaluation quantitative et qualitative. Quantitative et qualitative aussi. Et même dubitative, avec des doutes et des exhortations. Oui, oui, on évalue tout. Oui, oui, bien sûr. Et tout cela est public. On peut le consulter dans notre site web. Il y a des vidéos et des photos avec les enfants et avec les vieux et avec tout le monde. Évidemment, évidemment. Évaluation. L'évaluation, pour moi, implique de voir si les objectifs ont été remplis, s'ils ont été atteints. Dans mon travail,
je travaille dans des branches différentes. Alors quand je travaille pour l'association Soudansa ou avec le marché des fleurs, ça a été différent. Avec Soudansa, on fait une réunion annuelle d'évaluation afin de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si ce qu'on a fait avait du sens ou pas. Ensuite, dans le cas du Brésil, on attend encore cette réunion d'évaluation. Je ne sais pas si on va jamais la faire ou pas. C'est vrai que nous n'avons pas le temps. On a des contraintes de temps. Évaluer est difficile. Et à l'intérieur du projet Soudansa, avec l'une des écoles, les professeurs eux-mêmes, ils ont demandé que l'on fasse une évaluation. Et c'est vrai que cela me mettait dans une situation, parce que, je sais pas, moi, j'ai pas l'habitude, moi, je suis pas pédagogue, j'ai pas l'habitude. Oui, c'est un exercice intéressant et pourquoi pas, mais c'est vrai, ça a été un exercice intéressant que nous n'avons pas encore complété. On a commencé, on l'a amorcé, mais l'idée est que de le systématiser. Si on ne l'a pas fait, ça reflète qu'il y a une énorme difficulté pour nous. On voulait faire l'évaluation aussi sur la base des enfants, c'est-à-dire on allait demander aux enfants, quand tu es entré dans la classe, quand tu as commencé à participer, tu te sentais comment, qu'est-ce que tu as ressenti? Le fait d'écouter les enfants pour nous serait déjà une évaluation ayant déjà une certaine valeur objective. Ça, sur le terrain, lorsque je travaille avec des structures. Et du point de vue créatif, le projet personnel de la compagnie, même si on a des ateliers et tout ça, l'évaluation parfois passe par des choses minuscules, toutes petites, des choses qui peuvent arriver. Une évaluation peut être tout simplement un commentaire que l'on reçoit au bout de 3 ans. Peut-être ce n'est pas très sérieux, ça n'a pas l'air sérieux, mais pour moi c'est réel. Tout simplement un commentaire. J'ai pas créé des systèmes d'évaluation, non. Ça c'est vrai. Peut-être pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une structure forte. Moi, ma compagnie, la compagnie que je représente est une toute petite structure. Et c'est vrai qu'on essaye de faire de notre mieux. Et c'est vrai, on sait que l'évaluation est importante, mais qu'est-ce que c'est que évaluer? Oui, évaluation est un concept intéressant à noter sur cette liste-là. Ce matin, Catherine parlait de la valeur ou la figure d'une personne que vous avez embauchée, que vous avez pour agir en tant qu'intermédiaire entre les professeurs, les artistes, le médiateur, le pédagogue, je ne sais pas comment vous l'appeliez. Est-ce que Martine, vous, qui êtes un expert dans la pédagogie de la danse, croyez-vous qu'il faut aussi former les artistes qui vont s'engager dans des projets partagés avec les enfants? Bon, pour le clarifier, peut-être pensez-vous que c'est nécessaire d'avoir un médiateur? Un médiateur, oui. Ici, on commence à avoir des médiateurs, mais c'est vrai que chez nous, ça n'existe presque pas, le médiateur. C'est un nouveau-né. Est-ce que cela vous manque à vous? On sait qu'il devrait exister. C'est un petit peu compliqué, parce que un danseur professionnel aujourd'hui dans cette planète Terre doit connaître les éléments fondateurs essentiels du mouvement. Les éléments fondateurs de base dans le mouvement qui n'ont pas été faits par François Delsart. Bon, ces mouvements-là font que cette personne va comprendre, en ce qui concerne le corps, va comprendre que le corps contient des émotions et que les variantes de l'espace, du temps et du corps rendent possible des affections ou des sentiments différents. Le danseur le connaît, le sait bien. Le dynamisateur, pour ainsi dire, d'un centre culturel a l'intention, veut que ce danseur développe des activités, on le lui propose et le danseur le ferait. Mais bien sûr, il faut avoir une formation, il faut former le danseur parce que sinon c'est comme si on apprenait quelque chose qu'on ne connaît pas. Et alors moi, quand je parle des activités du danseur,
l'activité de sensibilisation ou de médiation, je ne sais pas comment l'appeler. Bon, si le danseur n'a pas de formation psychosomatique et sociopolitique du corps, il ne pourra pas faire cela. Ce sera n'importe quoi, quelque chose qui va à nulle part. Et le directeur du centre qui organise tout cela doit tout d'abord savoir à quoi ça sert. Si tu es le directeur du centre, quel est ton rôle dans ta commune, dans ton quartier, quelle est ta contribution. Je profite pour dire que lorsque le centre chorégraphique de La Gomera a démarré en 2000, on s'est réunis avec 2 sociologues et aussi avec différents agents de la commune afin de savoir ce que l'on voulait bâtir et construire. Et j'imagine que tout cela est nécessaire, voire fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Les compagnies résidentes qui sont en train de faire des résidences artistiques, ils participent aussi dans les différents projets. L'idée de nos résidences artistiques et pédagogiques est d'aider les gens à penser, à envisager des projets artistiques ou pédagogiques, et on ne leur demande rien d'autre. On ne leur demande que de montrer ensuite un jour le résultat de leur résidence et de montrer ça aux gens du quartier. L'idée est tout simplement pour eux de venir penser, réfléchir, travailler, tout simplement, sans demander aucun lien avec la commune. Pour nous, c'est important de les laisser travailler dans leurs réflexions, mais ils sont au courant, c'est-à-dire ils connaissent ce que nous sommes en train de faire dans notre département, dans le quartier. Mais on ne veut pas les engager dans cette tâche-là parce qu'ils viennent là pour faire leur truc. Et l'idée... Oui, pardon, non. Pour se guérir, ils viennent guérir, pour essayer de guérir. Oui, s'ils ont la formation convenable, ils pourront guérir, hein, peut-être, oui, évidemment. Bon, je ne sais pas si vous êtes des danseurs et si vous êtes d'accord ou pas. Ils viennent toujours pour essayer de guérir, c'est sûr, et ensuite, il faut les laisser travailler. Nous, dans notre département, nous travaillons avec le quartier, mais eux, ils viennent pour réfléchir et on leur donne un endroit pour travailler, un petit peu d'argent pour bouffer, et ça y est, c'est tout. Hein. On ne leur demande rien en échange. On ne veut qu'ils soient là pour réfléchir et pour travailler, tout simplement. On leur donne cette liberté-là. Mais là, j'insiste. Mais ils sont au courant, ils savent que nous avons un département d'éducation qui est en train de travailler dans d'autres actions qui ne sont pas strictement des actions chorégraphiques. Ils quittent le centre en sachant que dans notre centre, nous aussi, on fait d'autres choses. Oui, bien sûr. Pour être médiateur, il faut se former. Oui, il faut une formation pour être médiateur. Oui, certainement, c'est sûr. Parce que parfois, on ne sait même pas ce que c'est que la médiation. Et c'est comme si ça nous fait sentir un peu mal. Mais j'ai peur de trop systématiser cela. Ça doit être comme ci ou comme ça. Lorsqu'on va imposer trop les choses, à ce moment-là, nous sommes tous peut-être un peu trop unifiés, je sais pas. Bon, alors je dis oui, de la même manière que les danseurs ont besoin d'une formation. Nous, on cherchait le maître, chacun d'entre nous. Moi, j'ai jamais fait des études dans un centre chorégraphique ou dans une école. Je suis toujours allée chercher le maître qui pouvait être une référence importante pour moi. Mais bien sûr, il y a une chaîne, oui, avec des maillons qui te mènent d'un endroit vers l'autre. Et pendant notre vie, on peut rencontrer de grands maîtres, mais c'est vrai qu'on va passer la vie à aller d'un endroit vers l'autre, à la recherche des grands maîtres. Mais voilà, c'est l'expérience, celle qui va nous former. Le fait de faire, de voyager, d'expérimenter, d'écouter, tout cela nous forme. Mais bien évidemment, lorsque je vois beaucoup de professionnels dans ce terrain, dans ce monde des arts, qui ont des connaissances, qui ont eu la chance d'étudier dans un endroit où l'enseignement est centralisé et que l'enseignement est de qualité, et quand ils peuvent accéder par exemple à la production ou à la médiation, je me dis tiens, quel bol, quelle chance ils ont eu. Oui,
faudrait le développer. Aujourd'hui, avec les conservatoires supérieurs de danse, puisqu'on est en train de parler de danse en Espagne, tout ceci, c'est déjà là, tous ces sujets. Ceux qui font pédagogie ou interprétation et chorégraphie, à la fin de leurs études, ils comprennent tout ça. Ils savent tout concernant la sensibilisation ou la médiation. C'est une matière qu'ils apprennent. Dans les nouvelles formations en Espagne, c'est comme ça. Ça n'a pas été notre cas pour nous. Mais maintenant, dans le Pays Basque, vous n'avez pas de conservatoire supérieur. Non. Voilà. Si? Non? Y a-t-il un conservatoire supérieur de danse dans le Pays Basque? Non. Mais ailleurs, dans d'autres régions en Espagne, ça existe. Et alors, dans ces centres d'enseignement supérieur, les jeunes vont étudier tout ça. Ce sont des matières. Je voudrais ajouter que si on développait une formation pour la médiation, il faudrait que la formation soit très diverse, qu'elle prenne en compte les différentes manières d'agir et de penser. D'ailleurs, la formation à la médiation, elle était très très ouverte. Mais c'est vrai que moi, je pense que même si à des moments donnés, nous, dans notre démarche, il est important de travailler avec des non-professionnels, et entre autres de la médiation. Mais on doit aussi, et on travaille aussi avec des professionnels de la médiation. Mais c'est-à-dire qu'on multiplie les entrées. Un professionnel, en tout cas en France aujourd'hui, moi je vois les jeunes qui sortent et qu'on accueille souvent en stage à Anigra, il y a comme un état de métissage que ces personnes elles portent, c'est-à-dire un intérêt pour la pédagogie, un intérêt pour l'art et pour les rigueurs que la pédagogie ou l'art peuvent porter, et pas de manière antagoniste. C'est-à-dire pour elles, c'est vraiment des mouvements différents, certes, mais qui sont complètement compatibles, et leur projet à ces personnes qui font de la médiation et qui sortent souvent de ces écoles, c'est que tout ça se rencontre, se mélange, se parle. Donc il y a une vraie force, une vraie volonté. Et quand on accueille ces personnes à Anigra, on voit qu'il y a une manière d'écrire et de faire qui est très particulière et qui est très belle, moi je trouve, parce qu'il y a un engagement important. De l'autre côté, on va dire que c'est souvent, d'ailleurs, dans des écritures, il y a très peu de maladresse. Et souvent, la maladresse, moi je pense qu'elle permet de rencontrer des publics qui ne sont pas forcément faciles à rencontrer, même avec toute la technique de la médiation qu'on aura accumulée. Donc il faut aussi travailler avec des gens qui sont dans d'autres rapports au territoire ou même à l'humanité. C'est-à-dire que moi, si je fais de la médiation, je ne vais pas penser tout de suite à aller traîner dans un bar d'Arcueil jusqu'à je ne sais pas quelle heure, alors que ça peut vachement se passer là aussi. Donc, la personne qui sort de l'école de médiation ne va pas forcément aller au bar non plus d'Arcueil. Elle va aller dans les bibliothèques, elle va aller ailleurs, etc. etc. Donc, voilà, l'espace public en France, en tout cas, il a beaucoup changé depuis 20 ans. Et l'espace culturel également. Et voilà, il faut des gens qui arpentent comme ça les territoires, les quartiers. Enfin, il n'y a pas que les quartiers, mais en tout cas, ça fait partie aussi des projets. Et ça, c'est le travail de médiation qu'on a fait, par exemple avec les personnes âgées. Moi, je me suis allée m'asseoir à côté de la chargée à la ville d'Arcueil des publics retraités. Elle a un petit bureau au fond d'un couloir. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec elle pour la connaître. Et c'est à partir de là qu'ensuite, on a pu écrire des projets ensemble. Parce qu'on avait besoin de son soutien et de son partenariat, etc. Et des réseaux. Voilà. Donc, il y a de la formation, mais il y a aussi besoin d'associer des gens qui ne sont pas forcément des experts, mais qui sont des vrais poètes à d'autres endroits aussi, quoi.
Moi, je crois qu'une réflexion qui porte sur ce que nous sommes en train de faire ici nous pousse à remettre en question le fait que pouvons-nous apporter. Et s'il y a de l'argent public, c'est encore mieux. Mais nous, avec les personnes handicapées, avec les personnes âgées, effectivement, nous avons contacté les personnes qui s'occupent d'eux. Nous leur avons dit nous pouvons travailler ensemble. Et je crois que dans les arts, en général, nous avons abouti à une situation très claire qui, quantitativement, nous pousse à voir au-delà de certains contextes. Nous allons voir d'autres nouveaux contextes, nous, chacun avec notre outil. Par exemple, avec notre corps, que pouvons-nous offrir? Que pouvons-nous offrir à leur corps, pour les corps de ces personnes qui viennent nous voir? Parce que cela est très particulier, mais je crois que les humains, nous sommes un peu déjà, nous avons vu beaucoup de choses. Donc, que pouvons-nous faire pour qu'ils recherchent avec leur corps certains aspects? Comment faire en sorte que ces personnes soient en quelque sorte leur propre corps? Je vais aller donc à la municipalité, au centre de santé, la personne qui s'occupe des personnes âgées ou les handicapés. Et donc, petit à petit, je vais essayer de travailler à leur côté. Je ne sais pas. Una pregunta así un poco rápida. Pouvez-vous illustrer ceci avec un exemple concret, avec un projet où l'on voit clairement quel a été le rôle de l'enseignant? C'est-à-dire, comme ici, par exemple, parmi le public, il y a beaucoup d'enseignants. Pourrions-nous avoir un exemple concret, un moment particulier, une proposition, une conversation où l'on voit comment les enseignants pourraient, en quelque sorte, s'impliquer? Quel est le rôle joué par les enseignants dans ce type de proposition pour que nous ayons une idée plus claire? Moi, je voudrais répondre, si vous me le permettez. Donc, tout d'abord, il faut négocier. Non, pardon. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est un centre de formation, ce que nous pouvons apporter au centre d'enseignement. Une fois que ceci est clair, c'est-à-dire que nous pouvons leur apporter quelque chose, nous allons donc frapper à leur porte. Nous allons discuter avec le département qui va s'occuper de cela. Le département va s'intéresser, nous allons parler avec les enseignants et nous allons leur dire que nous pensons avoir un outil qui peuvent les aider à aboutir à leurs objectifs, c'est-à-dire essayer de mieux enseigner les contenus aux élèves. Étant donné que le professeur sait que cet outil va lui être utile pour mieux comprendre la matière et pour mieux saisir le contenu, et à ce moment-là, nous allons travailler main dans la main. Et une fois, Martine, une fois que vous avez donc accepté cet engagement, le rôle de l'enseignant pendant le développement de ces séances, quel va être le comportement? Dans notre cas concret, c'est comme un élève. Ce sera un élève de plus, c'est-à-dire qu'il va vivre ce qui se passe. Cela nous paraît très enrichissant. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres enseignants qui sont ici dans la salle. Est-ce que c'est une option? Moi, le travail que nous avons entamé avec les enseignements primaires, avec cette nouvelle matière, va consister à former, non, pas former vraiment, enfin à rapprocher, c'est-à-dire approcher les enseignants à leur propre corps pour qu'ils puissent dynamiser avec les plus petits. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez proposé le fait que les enseignants vont devenir des élèves également,
Mais ces professeurs peuvent jouer un autre rôle puisqu'ils sont enseignants, mis à part qu'ils soient des artistes et qu'ils soient inclus dans cet espace. C'est une question également. Dans mon cas, l'enseignement ou le professeur, l'enseignant est toujours l'enseignant, le professeur. Mais c'est bien que ce professeur soit un élève parmi les autres, c'est-à-dire celui qui essaie de soutenir la jambe ou soutenir la tête à une autre personne, à l'autre, celui qui est à côté, par exemple. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'est-à-dire symbolique, ce sont des symboles, c'est-à-dire que l'enseignant soit dans la salle, à côté de leurs élèves. Je pense que cela a un impact. Oui, je me souviens d'un projet. Nous avons été présents dans un centre pendant 3 semaines dans un centre scolaire et nous avons, aux côtés des professeurs, les professeurs, ils allaient donc travailler avec la chorégraphie. Et moi, j'étais celle qui était chargée d'animer le groupe. Et c'était en quelque sorte pour insister sur l'importance de la communication parmi les enseignants. Parce que je me souviens très bien, lorsque les professeurs ont dit nous allons nous réunir une fois par semaine, mais nous, avec quelle valeur? Parce que peut-être que je suis en train de travailler sur le vivre, le sentir, et le professeur va peut-être rechercher la forme esthétique, et il peut y avoir un clash. Ce qui était important, non seulement dans ce projet, mais dans d'autres, ça a été le dialogue avec les directeurs, les professeurs, et essayer de savoir quelles sont les valeurs que nous souhaitons. Et il y a plusieurs professeurs qui commençaient les cours avec les plus petits, avec 5 minutes de respiration avant de commencer. Donc, ils ont intégré des choses très, très intéressantes. Le dialogue est très important et la préparation donc est très, très importante. Dans mon cas, l'enseignant va normaliser l'idée de l'artiste, du danseur, c'est-à-dire qu'il est plus près de ses élèves. C'est intéressant. Et il n'est pas vu comme quelque chose d'inutile, c'est-à-dire que l'enseignant va normaliser. Et ils nous reçoivent dans les établissements scolaires comme des individus normaux. Enfin, je veux dire, on y va une fois par mois, bien sûr, c'est la fête. Pour moi, ce qui est très important, c'est si l'enfant voit la danse ou cette manifestation artistique comme quelque chose de normal qui fait partie de la vie. Je pense que le professeur a donc fait un grand travail de médiation. Il agit en tant que médiateur entre les uns et les autres. Le professeur ou l'enseignant va sortir du chemin tracé, comme par exemple, et je vais vous donner un exemple, comment transmettre le silence dans la classe, c'est-à-dire qu'avec les enfants, j'essaie de l'évoquer comme un élément fondamental, c'est-à-dire comme le corps, l'espace, le silence est un élément important. Lorsque l'enfant saisit le silence en tant qu'un élément ajouté qui va avoir son rôle comme si c'est une grande étoile fluorescente, le silence va nous aider. C'est-à-dire, il ne faut plus lui dire « tais-toi » parce que cet enfant va savoir que le silence n'est pas le résultat d'une autorité et d'un ordre. Parce que nous allons souvent le faire, dire « tais-toi », mais si nous arrivons à créer ce moment, l'enseignant va l'utiliser comme un outil qui va lui être utile à un autre moment.
Lorsque on danse, nous parlons de soigner le corps. Ça fait partie de la danse, de cette discipline. Protéger et prendre soin de l'autre, c'est... Et si je m'occupe des autres, ils vont s'occuper de moi à leur tour. Donc, lorsque nous sommes à même de dire aux enfants qu'il est très important de prendre soin de son corps, c'est le professeur qui va dire « Bon, je travaille ceci, cela va très bien ». Il existe donc une transmission d'outils des uns aux autres. Et il y a un autre cas concret qui serait à l'inverse. C'est-à-dire que lorsque, en tant que chorégraphe, aux personnes qui interviennent d'une certaine façon, nous avons peur du résultat. Je dois présenter un résultat final et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Une directrice du centre me dit c'est pas important seulement, il faut que l'enfant accepte de monter sur scène et de donner ce qu'il y a de mieux en lui, c'est déjà un grand succès. Même si c'est le grand chaos improvisé, c'est le chaos merveilleux, splendide, mais le grand chaos sur scène pour l'enfant a toute son importance également. Et à ce moment-là, nous allons dire cela vaut le coup. Et nous sommes en train de créer un travail de médiation, c'est-à-dire que nous normalisons l'art dans la société. À la différence peut-être de ce que nous pouvons voir en France, c'est quelque chose que nous pourrions discuter, c'est que l'art fait partie de la société, du social, alors qu'ici, quand on dit « je suis danseur », on te regarde un peu bizarrement, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas encore normalisé ici, je pense. Simplement dire que pour moi, c'est une opportunité pour penser l'école. La relation artiste-école est une façon de penser et d'apprendre d'une autre façon, d'une autre manière. Et c'est ce que j'entends par ce que vous êtes en train de dire. Il y a peu, j'ai assisté à une formation de communication non violente. Communication non violente appliquée à l'enseignement, à l'éducation. C'est très important de le préciser. Je souhaitais me munir d'outils pour me communiquer avec les enfants de façon tranquille et pacifique. Et donc, j'ai découvert tout un potentiel de créativité qui nous a été fourni par cette pratique empathique et j'ai pu être à l'écoute du besoin des autres, d'autrui. Et ça a été pour moi, cette communication appliquée à l'éducation a représenté une source de communication créative qui m'a aidée lors de mon exercice pratique, lors de l'étude de mon corps, pour être mon corps et mes corps, bien sûr. Oui, il y a peut-être un changement mutuel. Nous changeons tous un petit peu. Nous nous transformons de façon conjointe. Ça fait partie de la créativité, de la construction en commun. Lorsque nous demandons aux enfants de construire des formes, des pyramides, des espaces vides qui vont se remplir, à ce moment-là, nous allons créer dans la pratique des exercices de construction en commun qui équivaut à une communication non violente, c'est-à-dire que nous nous retrouvons face à des noyaux très, très communs. Il y a quelques mois, j'ai été à Paris, j'ai assisté à des journées sur le fait de multiplier les résidences de compagnie de multiplier donc ces projets au sein des écoles. Je ne sais pas si c'est une pratique courante ou non, mais effectivement, j'entends qu'il est extrêmement intéressant de faire en sorte qu'une compagnie de théâtre fasse partie de la vie quotidienne de l'école. C'est-à-dire qu'il y a des horaires de 13h à 14h30 après le déjeuner et les enfants, les jeunes peuvent aller voir ces représentations
Et il y a eu des compagnies qui ont dit, moi, je n'ai pas besoin de parler de mon travail. Je vais le montrer, je vais dire ce que je fais, mais je ne vais pas expliquer. Mais il y en a par contre d'autres qui souhaitent apporter des détails par rapport à la pédagogie. Cela, bien sûr, varie en fonction des compagnies et chaque artiste est un monde. Et il faut le préciser, je suis tout ce qu'il y a de plus d'accord. Il ne peut pas y avoir une systématisation de comment faire les choses. Et bien sûr, il conviendrait de faire en sorte que les artistes soient présents au sein des écoles afin de familiariser un peu plus. Et la dernière remarque, aujourd'hui, de nos jours, avec Internet, tout le virtuel est très important. Il est important de vivre les choses, mais pas seulement voir, mais également il faut encourager le vécu. Et il faut que nous nous posions des questions constamment, les pédagogues, les enseignants, parce que le monde va apporter des choses qui modifient énormément les personnes. Vive l'école et vive les artistes. Je dirais que cela dépend de ce que propose l'artiste. Bien sûr, si la proposition n'a pas de raison d'être, il faudrait peut-être mieux qu'il n'aille pas vers le centre de formation. Je ne sais pas si le centre de formation a vraiment s'est posé des questions sur ce qu'il souhaite faire, ce dont il a besoin. Une fois que l'établissement scolaire sait ce qu'il veut, et à ce moment-là, bon, il faudra entreprendre la démarche, mais je ne dirais pas que l'artiste entre dans les centres si nous ne savons pas pourquoi. Donc, il s'agit effectivement d'une opportunité pour repenser cette relation des artistes et des enseignants des centres scolaires. Tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain et nous remercions tous les participants à cette séance. Et demain, donc, nous continuerons. Merci. Merci beaucoup à tous les participants.